Madame la sénatrice, Madame la députée d'Outremont, Monsieur le député de Viault, Monsieur Franz Saint-Élémy, 14e chancelier de l'Université de Montréal, que nous honorons aujourd'hui. Distingués invités, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous ici dans la salle Claude Champagne de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Salutations aussi à celles et ceux qui sont avec nous virtuellement aujourd'hui. Je m'appelle Hélène Mercier, je suis journaliste et il me fait plaisir de vous accompagner au cours de la prochaine heure, durant laquelle nous aurons la chance d'entendre des prestations musicales d'étudiantes et d'étudiants de la Faculté de musique, dont Carissa Van Dikas qui vient de nous interpréter la pièce Masque de Debussy. Bravo et merci à elle. Avant d'aller plus loin, je voudrais commencer par reconnaître et saluer les gardiens traditionnels du territoire sur lequel nous nous trouvons. J'exprime aussi mon respect envers les anciens du passé, du présent et ceux du futur et reconnais la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés autour du monde. Nous sommes réunis pour procéder à l'installation officielle du 14e chancelier de l'Université et ce sera l'occasion d'apprendre à mieux connaître M. Saint-Élémy. On soulignera aussi le travail de ses prédécesseurs aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous deux anciens chanceliers, les 12e et 13e, Mme Louise Roy et M. Louis Roquet. Et ce sera l'occasion de démystifier ce rôle encore peu connu du grand public, mieux comprendre cet engagement bénévole que fait le chancelier de l'Université de Montréal. Et ma première invitée saura nous éclairer là-dessus. J'invite Louise Roy, chancelière émérite de l'Université, à venir me rejoindre. Bonjour, Madame Roy. Oui, bonjour. Permettez-moi de saluer le quatuor de corps qu'on vient d'entendre, formé des étudiantes Angelica Toms, Corinne Chartré-Lefebvre et Myriam Broderick et du professeur Louis-Philippe Marcellet. Ils seront avec nous tout au long de cet événement pour l'embellir. Madame Roy, vous êtes chancelière émérite de l'Université de Montréal. C'est une distinction très rare, corrigez-moi, mais elle n'a été remise qu'à vous. Écoutez, cette distinction, je l'ai acceptée avec c'est un grand privilège. Et pour moi, porter le titre de chancelière émérite de l'Université de Montréal, c'est vraiment une signature parce que c'est une immense institution que j'admire, dont je suis diplômée. Et j'ai été très fière d'y être associée pendant de nombreuses années. Madame Roy, vous avez occupé des postes de haute direction dans le domaine des transports, dans l'industrie des communications. Vous avez été nommée officière du Québec, du Canada également, et vous avez été chancelière de l'Université de Montréal pendant 2 mandats, 10 ans, de 2008 à 2018. En quoi consiste ce rôle de chancelière, Madame Roy? Je vais répondre à votre question, mais je voudrais peut-être au départ vous dire toute la joie que j'ai d'être ici aujourd'hui afin de participer à l'installation du nouveau chancelier, Franz Saint-Élémy, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a quelques années et d'inviter à siéger au comité de technologie du Conseil en 2017 à titre de membre externe, avant qu'il ne se joigne à notre Conseil comme membre en 2018. Donc, c'est une grande fierté pour moi que je salue la décision des membres du Conseil d'avoir choisi Franz Saint-Élémy, que nous allons installer aujourd'hui comme nouveau chancelier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être chancelier de l'Université de Montréal? Bien sûr, on va comprendre la grande responsabilité de gouvernance qui incombe au chancelier, puisque le chancelier, il est à la fois président du conseil d'administration, il est président du comité exécutif de l'institution et il est membre de plusieurs comités. Son rôle, c'est d'assurer vraiment un lien entre les membres du conseil et la direction de l'université et d'établir une relation de confiance et de soutien auprès de la direction, en particulier auprès du recteur.
Le rôle est aussi un rôle de participation aux événements clés de l'institution, de la communauté universitaire, tels que les moments extraordinairement privilégiés de collation de grade qui nous mettent directement en contact avec les étudiants. Puis c'est aussi un rôle de rayonnement de l'institution auprès de la société en général, je dirais même un rôle d'ambassadeur à certains moments donnés. Mais je veux préciser, au fond, on habite la fonction de chancelier avec ce qu'on apporte comme bagage d'expérience, d'expérience professionnelle, d'expérience humaine. Donc, ça prend en compte nos propres parcours, la façon dont on va habiter cette fonction-là, et ça va dépendre aussi de l'actualité de l'université. Et je voudrais mentionner que au cours des 10 ans, j'ai exercé cette fonction-là. L'institution a vécu de multiples défis, comme elle en vit aujourd'hui, avec évidemment la pandémie. Et je voulais peut-être juste mentionner, parce que ça va faire comprendre peut-être un peu mieux la fonction. Allez-y. C'est, au fond, on vit des dossiers majeurs au sein de l'institution. Dans mon cas, ça a été des enjeux de sous-financement. Ça a été la grève étudiante de 2012, le développement du Campus 1000, les changements à la charte de l'université, pour en nommer que quelques-uns. Et le rôle du chancelier, pour moi, c'est d'aider, au fond, à assurer une cohésion de vision au sein des membres du conseil et entre celui-ci et la direction. Et j'ai bénéficié tout le long de ce parcours-là d'une très grande confiance avec le recteur Guy Breton, que je salue ici, d'une qualité aussi et d'un très grand engagement de tous les membres du conseil d'administration qui ont apporté leur engagement et leur apport expérimenté. Donc, si ça peut situer un peu le rôle de chancelier à l'Université de Montréal, parce que dans d'autres universités, entre autres les universités anglophones, le rôle de chancelier est séparé de rôle de président de conseil. Mais à l'université, c'est le même rôle. Et vous, qui avez fait partie d'équipes de direction de différentes organisations, que ce soit des entreprises privées, des sociétés de transport, des OBNL, comme le Conseil des arts de Montréal, la gouvernance d'un établissement comme l'université de Montréal, en quoi c'est différent? Qu'est-ce que ça a de particulier? C'est intéressant comme question parce qu'au fond, c'est à la fois semblable et puis en même temps, c'est différent. On est un organisme public, l'Université de Montréal. On est évidemment, on bénéficie de fonds publics. Donc, comme les organismes que vous aviez mentionnés, Conseil des arts ou la Société de transport, on se doit de gérer, au fond, avec efficacité les fonds publics. Mais ce qui est différent, je dirais, puis qui en fait vraiment la richesse, c'est la différence de points de vue autour de la table. C'est la diversité même de points de vue autour de la table du conseil, des étudiants, des professeurs, des chargés de cours, des représentants d'employés, de diplômés, des représentants de la société civile, des écoles affiliées. C'est une grande richesse et c'est un défi en même temps, puisqu'on doit s'assurer qu'on va développer une vision commune. Mais moi, je dirais que l'Université de Montréal a vraiment atteint une gouvernance exemplaire, vraiment, à travers les années où les gens ont compris leur rôle fiduciaire, que tout le monde est là pour travailler au bien-être de l'université. Par ailleurs, ce que ça prend du chancelier et président de conseil, c'est une écoute à toutes ces sensibilités-là pour être capable de dégager véritablement une vision commune. En terminant, Madame Roy, parlons des plafonds de verre que vous avez personnellement brisés. Vous avez été la première femme à diriger la STM. À l'époque, on parlait de la Société des transports de la communauté urbaine de Montréal. Vous n'aviez même pas 40 ans à l'époque. Première femme chancelière ici de l'université. Comme M. Saint-Élimie, on peut dire que vous êtes un modèle. Quel conseil avez-vous pour lui? Oh, quel conseil donner à France? Écoutez, je crois que c'est un homme qui a eu un parcours exemplaire et qui a énormément d'expérience. Moi, je dirais le rôle de modèle, c'est sûr, ça comporte des responsabilités, mais surtout, je dirais, ça comporte plein d'opportunités. Et je pense que Franz Saint-Élimie va apporter à la fonction
non seulement toutes ses qualités humaines, de leadership, d'entrepreneur impliqué dans un domaine porteur qui est la technologie. Il va apporter sa passion pour l'éducation. Il va apporter un message aussi pour la jeunesse. Alors moi, mon conseil à Franz Saint-Elmy, c'est ma fierté que Franz Saint-Elmy soit au conseil parce que j'ai eu l'occasion de l'amener au conseil de l'université. Moi, je dirais à Franz, il faut profiter de ce moment et de ce rôle extrêmement privilégié pour porter haut et fort, je dirais, un message sur l'inclusion, sur la richesse de la diversité, un message sur l'espoir d'un avenir meilleur grâce à l'éducation. Et je dirais aussi porter un message sur la modernité de cette institution, sur les transformations qu'elle peut apporter dans notre société. Franz est un champion de la technologie. Nous sommes dans cette ère numérique. Il va pouvoir le porter. Puis en plus de ça, il est jeune. Donc, je pense que ça, c'est pas un conseil, c'est un message que je peux dire qu'il va pouvoir porter. Donc, moi, je pense que ce serait ça mon message à Franz Saint-Elmy qui, au fond, vient de percer un plafond de verre extrêmement important. Puis je voudrais vraiment féliciter le conseil de l'université d'avoir nommé Franz Saint-Elmy comme chancelier. Oui, avec plaisir. Merci, Madame Roy. Jusqu'au 30 septembre dernier, Louis Roquet, votre successeur, était chancelier de l'université. Donc, je l'invite maintenant à nous rejoindre sur scène. Bonjour, Monsieur Roquet. Madame Roy a préparé un petit hommage pour vous. Oh boy. Alors, je l'invite à le livrer. Oui. Cher Louis Roquet, Louis Roquet, c'est un homme très spécial parce qu'il a une feuille de route absolument exceptionnelle. Et il faut vous dire, je connais Louis Roquet depuis longtemps. Nos routes se sont croisées dans le secteur public au cours de nos carrières respectives lorsqu'il était à la communauté urbaine de Montréal comme directeur général dans les années 90 à 94, au moment où j'étais présidente et directrice générale de la Société de transport de la communauté urbaine à l'époque. Et je l'avais connu même quand il était chez Steinberg. Après ça, il a bougé dans sa vie à la Ville de Montréal. On a repartagé là, de même parcours à la SAQ, chez Desjardins, ensuite dans le secteur privé. C'est un homme qui m'a toujours impressionnée. Je ne lui ai jamais dit vraiment directement, mais là, c'est l'occasion de te le dire, mon cher Louis. Toujours impressionné par ses grandes capacités intellectuelles, par sa culture générale exceptionnelle, par sa fine connaissance des rouages gouvernementaux, politiques et syndicaux, par ses expériences de gestion et de gouvernance dans des situations complexes et variées, et non pas le moindre par son humour, parfois décapant, parfois pince sans rire, mais toujours présent. Nous avons été vraiment heureux au conseil d'administration, le recteur Guy Breton et moi, lorsque Louis a répondu à notre appel et a accepté de se joindre au conseil en 2016. Et nous nous sommes sentis extrêmement privilégiés qu'il accepte de prendre la relève en 2018, me succédant comme chancelier. Louis a apporté au Conseil son immense expérience de gestion et de gouvernance des secteurs publics et privés, son jugement sûr, la pertinence de ses questions et de ses conseils,
son calme, sa sagesse et sa stature. Non seulement Louis est grand en taille, c'est aussi un grand homme, dans le sens de la profondeur de ses convictions et de son engagement profond envers la société. Mon cher Louis, pour tout ce que tu as accompli à l'université, mais aussi à travers ta remarquable carrière, nous voulons te remercier ici chaleureusement et te rendre hommage aujourd'hui pour ton accompagnement, ton engagement et ta grande générosité. Merci, Louis Roquet. C'est dommage que je n'ai pas le droit de réplique. Comment vous réagissez, M. Roquet, à ces mots? Ouais, je dis, c'est dommage que je n'ai pas le droit de réplique. Vous auriez autant de belles choses à dire? Oui. Oui. Ma passion pour l'éducation, ma passion pour l'université. Le plaisir que j'ai toujours eu de travailler avec des gens qui étaient très différents de moi et qui, heureusement, complétaient mes lacunes. Et dans le fond, j'ai trouvé un conseil d'administration absolument extraordinaire. Je pense que vous demandez à n'importe quel gestionnaire, veux-tu un conseil d'administration de 24 ou de 25 membres? Il va commencer à pleurer. C'est ingérable. Et quand tu as un conseil de 25 personnes, tu t'arranges pour avoir un comité exécutif d'à peu près 5-6, puis c'est eux qui prennent toutes les décisions. Le conseil est là juste pour tamponner. Or, à l'université, on a un conseil qui est composé d'une façon absolument étrange. Le gouvernement en nomme un petit bout, puis nous, on en nomme un petit bout, puis l'Assemblée universitaire en nomme un petit bout, puis tout le monde nomme son petit bout. Puis là, tu te dis, ça va être une foire d'empoigne où chaque membre qui a été nommé par un groupe va vouloir défendre les intérêts de ce groupe-là exclusivement. Or, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous avez 23, 24 personnes qui travaillent pour l'université, avec un U majuscule, et seulement pour l'université. Et ça, c'est vraiment admirable. Puis je tiens à rendre ce témoignage-là. C'est un plaisir de gérer un conseil d'administration qui comprend, malgré les origines de tous ses membres qui sont très différentes, qui comprend c'est quoi sa mission. Sa mission, c'est de faire de l'Université de Montréal la meilleure université francophone dans le monde. Puis on est en train de s'y rendre graduellement. C'est ça. Vous savez, il y a de ça bien des années, quand mon fils François avait 6 ans, il est revenu de l'école un jour avec un de ses copains. Et je l'entends dire à son copain, « Pose pas de questions à mon père, il répond trop longtemps. » Alors, je vous avertis. J'adore vos longues réponses. Il n'y a aucun souci avec ça. Je vous avertis. Pourquoi vous avez accepté ce mandat en 2018? Pour moi, c'était la chose à faire. Je ne me suis pas interrogé longtemps. Bon, je connaissais Louise depuis longtemps. Elle est très... C'est parce que je te l'ai demandé, c'est pour ça. Ah oui, elle est très persuasive. Puis, elle a préparé tout, un petit déjeuner, un déjeuner dans un bon restaurant. Je me suis fait avoir. Mais essentiellement, c'est parce que je crois à la mission de l'université, en particulier de l'Université de Montréal. Et dans la mesure où Louise a pu me convaincre que je pouvais apporter une contribution, j'ai accepté avec grand plaisir. Et d'un point de vue plus personnel, vous retenez quoi de votre passage comme chancelier à l'université? Gérer quelque chose d'extraordinaire. La différence entre une organisation et une institution, c'est très simple. C'est qu'une organisation, ça vaut ce que ça fait. Une institution, ça a une valeur en soi. C'est un monument,
Mais c'est un monument qui bouge, qui évolue et qui a une action dans la société. Mais puis pour moi, l'université, c'est une institution extraordinaire. C'est un privilège de pouvoir en diriger le conseil. Les moments marquants de votre passage à la tête de l'université, vous diriez que ce sont lesquels? J'ai été chanceux parce que je n'ai pas contribué énormément, mais j'étais là. Et, un homme modeste. Non, j'étais là quand on a changé de recteur. Et j'en profite pour saluer mon ami Guy, qui est ici dans la salle et qui a été un recteur extraordinaire et un agent de changement exceptionnel. Ça prend beaucoup de ténacité dans une institution pour amener du changement et il l'a fait avec brio, mais aussi avec beaucoup de courage. Alors, je l'en félicite. Ça m'a fait de la peine de le changer, mais on n'avait pas le choix. Bon, alors ça, c'était le premier événement. Le deuxième événement, évidemment, c'est la COVID. Le troisième événement, ça a été la révision de la charte et des statuts de l'université qui n'avaient pas été dépoussiérés depuis 50 ans. Et le quatrième, c'est Franz Saint-Élie. Alors, on peut dire que dans 3 ans, on a, alors, tu sais, un nouveau recteur, un nouveau chancelier. Et ce dont je suis fier, même si je n'en suis pas le responsable, c'est que le recteur qui s'est joint à nous, M. Jutras, et Franz se complètent admirablement. Si on regarde les priorités dans le plan stratégique de l'université, c'est quoi? L'international, la technologie et l'entrepreneuriat. Okay? Alors, on a un recteur qui a un réseau international incroyable. Il le dit discrètement, mais c'est là, c'est vrai. Okay? Et on est allé chercher un chancelier qui est un entrepreneur à répétition, un gestionnaire technologique, un mentor de jeunes, etc. Alors, c'est extraordinaire. Ça fait une équipe à deux qui se complète admirablement et qui est dans la lignée des orientations stratégiques de l'université. Et si vous aviez un conseil pour M. Saint-Élie, ce serait quoi? Attache-toi après ta tuque. Non, écoute, je n'ai pas de conseil à lui donner. Dans le domaine de la gestion, il est au moins aussi qualifié que moi. Dans le domaine de la technologie, il me dépasse par des années-lumière. Dans le domaine de l'entrepreneuriat et du mentorat aussi. Alors, non, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais seulement des félicitations. Merci, merci, M. Roquet. Merci, Mme Roy, d'être ici ce soir. Merci pour votre implication, évidemment. Merci d'être là et de souhaiter la bienvenue de si belle façon à M. Saint-Élie, avec qui je m'entretiens dans quelques instants. Pour le moment, le troisième mouvement des Fantasiestücke de Schumann, interprété par Thomas Chartré au violoncelle et Michel-Alexandre Brockert au piano.
Merci, messieurs Chartré et Brocard. J'invite maintenant le 14e chancelier de l'Université. Bonsoir, Monsieur Saint-Élimie. Bonsoir. Comment vous vous sentez jusqu'à maintenant? Heureux. Heureux? Tant mieux. Je vous ramène en enfance, si vous acceptez de me suivre. Vous dites venir d'une famille modeste, originaire d'Haïti. Vous êtes arrivé à 8 ans dans le quartier Saint-Michel. Modeste, mais riche. Riche de 13 enfants, ce sont vos mots. Et vous êtes l'avant-dernier de cette grande fratrie, première génération d'étudiants universitaires. Et tous les enfants, les 13, ont fait des études universitaires. Alors, je me demande comment l'importance de l'éducation était transmise chez les Saint-Élimie. En fait, d'abord et avant tout, avant de commencer, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier M. Louis Roquet et Mme Louise Roy. Je me sens un peu très privilégié de suivre premièrement, de très grandes pointures, mais surtout aussi des gens qui ont contribué à rendre l'université celle qu'elle est aujourd'hui et qui ont pavé la voie. Donc, ce sont des gens qui m'ont inspiré. J'ai eu la chance de collaborer avec les deux, de très proches même, sur divers sujets. Et ce que je me rends compte, c'est justement, c'est ça qui me rend heureux, c'est de voir à quel point que malgré leur agenda, malgré qu'ils étaient des gens extrêmement occupés, mais l'université prenait toujours un plan, était toujours en premier plan pour eux. Mais surtout aussi, c'était le plaisir que les deux avaient à contribuer, mais à passer du temps à développer l'université, à travailler avec les gens de l'université. Donc, pour moi, c'est un honneur de suivre le plan que les deux ont dressé et j'espère être aussi avoir réussi autant qu'ils ont réussi en tant que chancelier. Donc, pour répondre à votre question, l'éducation avait tout son sens parce que pour nous, c'était tout à fait naturel d'aller vers l'éducation parce que d'abord, on vient dans un pays où est-ce que Haïti, malgré que c'est un pays qui est pauvre, mais c'est un pays qui est riche en culture et l'éducation a toujours été un outil qui était privilégié. Alors, et en étant d'une grande famille, j'ai eu des frères et sœurs qui étaient des pionniers, qui étaient extrêmement doués à l'école et qui nous encourageaient. Donc, il y avait une espèce de nivellement vers le haut et la pression, elle était là. Il fallait être compétitif et je pense que c'est de là que l'université, l'éducation a pris un sens beaucoup plus large. Donc, c'était une façon pour nous aussi de se sortir de notre environnement parce qu'on se comprend que quand on vient d'un quartier comme Saint-Michel, tu n'as pas accès nécessairement à tout. Alors, l'éducation te donnait vraiment accès à des choses que tu n'avais pas dans ton quartier. Alors, pour moi, aller à l'école, c'était très plaisant. Donc, c'est très jeune que vous avez réalisé que l'éducation était un levier social extraordinaire. Tout à fait. Est-ce que votre relation à l'éducation, aussi l'importance que vous y accordez, vient des rencontres marquantes, notamment des enseignants qui ont cru en vous? Oui, en fait, Franz Saint-Élimie, c'est le produit, je suis le produit de mon environnement. Beaucoup de gens ont eu un impact
majeur dans mon cheminement, mais aussi dans mon développement personnel, que ce soit dans les sports ou que ce soit aux études. Mais oui, il y a eu un professeur en particulier, il est dans la salle, je crois qu'il est là, M. Gérard Jeune, qui, lui, très jeune, il a vu le potentiel en moi. Vous étiez au primaire, c'était... Tout à fait. Je venais d'arriver dans le pays, mon français n'était pas tout à fait à point, ni mon anglais, et j'avais été étiqueté comme un enfant qui avait de la difficulté d'apprentissage, qui devait être dans une classe d'accueil. Et je me retrouvais à l'âge de 8 ans dans une classe où tu avais des jeunes de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et je ne m'y trouvais pas. Et lui, il m'a observé dans la cour d'école et il a vu un jeune qui organisait les parties de soccer, les parties de ballon de chasseur, qui défendait ceux qui se faisaient maltraiter. Qui avait du leadership. Un jour, il m'a dit, écoute, j'aimerais te parler. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, on me dit que tu as de la difficulté d'apprentissage, tu as de la difficulté de t'intégrer. Mais je te regarde aller, tu n'as pas de la misère tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a de la misère. Et là, il m'a dit, je lui ai dit en créole, je lui ai dit non, je n'ai pas vraiment de misère d'intégration, j'ai des amis partout. Mon problème, c'est que mon professeur parlait trop vite, j'avais de la difficulté à comprendre ce qu'elle disait. Et là, il a fait un contrat avec moi, un contrat moral, qui m'a dit, écoute, si tu améliores ton français, tu améliores ton anglais, je te prends sous ma tutelle dans ma classe en janvier. Et pendant 2 mois, je me suis mis sérieusement, parce que premièrement, c'est un grand monsieur, je ne voulais pas le décevoir, mais surtout aussi, c'était la première personne qui me parlait vraiment et qui ne voyait pas les difficultés en moi, mais voyait le potentiel en moi. Et il m'a donné un plan de match que j'ai suivi. Et au retour des fêtes, effectivement, il m'a pris dans sa classe, il m'a donné en cadeau des livres. Et le reste, c'est l'histoire. Donc, un premier mentor très important pour vous en M. Jeune. Oui, toujours important aujourd'hui. M. Jeune est dans ma vie aujourd'hui. Oui. Il aide, il fait du tutorat encore avec mes enfants. Okay. Et c'est un ami personnel, c'est un mentor encore. Mais il aussi m'a donné le goût du mentorat. Il m'a donné le goût d'ouvrir la porte à d'autres et de bâtir des ponts versus voir les difficultés, plutôt voir le potentiel dans l'individu. Vos sources d'inspiration, elles semblent assez variées et éclectiques. J'ai lu plusieurs portraits que des journalistes ont fait de vous et plusieurs noms étaient cités. J'en ai retenu 3. Goldorak, Bob Marley et Patrick Roy. Alors, j'aimerais qu'on m'explique en quoi ils ont marqué votre parcours. Ils vous ont enseigné quoi? Si on commence par Goldorak. Bon, d'abord, mon premier choix de carrière dans la vie, c'était je voulais devenir astronaute. Moi, j'adore la science-fiction, j'adore tout ce qui est techno, extraterrestre et ainsi de suite. Et évidemment, j'ai vite réalisé que ça prenait trop d'études pour aller devenir astronaute. Mais Goldorak, ça me faisait rêver, ça me faisait voir le potentiel, pas juste le potentiel d'un animé, mais le potentiel d'aider les autres, la capacité. C'est ça, Goldorak. Dans le fond, l'histoire, ceux qui ne connaissent pas Goldorak, c'est une invasion d'une espèce sur la Terre et lui, il défend la Terre. Donc, il y a une partie de moi dans Goldorak. Et oui. Bob Marley? Bob Marley, ça, c'est pas compliqué. En fait, Bob Marley, c'était un des premiers artistes qui, dans le fond, a réveillé l'activiste en moi. Parce que Bob Marley parlait dans sa chanson de l'injustice et je trouvais que c'était incroyable sa capacité de rallier l'ensemble du monde à travers la musique vers une cause qui était difficile à parler. Et c'était ça sa force, et moi, ça me parlait de voir qu'il allait en Suède, parce qu'il n'y avait aucun noir dans les estrades, mais qu'il y avait 30, 40, 50 000 personnes qui chantaient l'injustice.
Et ça, c'est fort. Donc, ça m'a parlé. Patrickois, Oui? ben, écoute, je suis québécois, hein, quand même. Fan de hockey. Alors, je voulais aussi devenir patrickois. Je faisais les arrêts contre les Nordiques de Québec. Et athlète, vous aussi, vous avez pratiqué le soccer à de haut niveau. C'est vrai, c'est vrai. Mon deuxième rêve, c'était de devenir joueur de soccer professionnel, mais malheureusement, j'ai réalisé très jeune que j'avais du talent, mais pas assez pour devenir professionnel. Vous parliez de mentorat plus tôt, comment c'est important pour vous, que ça occupe une place importante dans votre vie, notamment avec les programmes du groupe 3737 que vous avez fondé avec votre femme Vicky Joseph en 2012, un centre d'innovation et de diversité entrepreneuriale qui se situe dans le quartier Saint-Michel, au 3737 boulevard Crémazie. Pourquoi c'est important pour vous de redonner? En fait, comme j'ai dit, moi, je suis un produit de mon environnement. C'est des gens qui... je suis ici grâce à la force, que ce soit de professeurs, de ma famille, mes frères et sœurs, mais aussi mes amis, mes partenaires. Donc, pour moi, le succès confère une responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est celle d'aider les autres, de tendre la main à d'autres ou d'éviter des embûches à d'autres. Donc, moi, j'ai appris beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir réussi professionnellement, mais aussi j'ai eu la chance d'avoir pu compter sur des gens qui ont réussi des choses extraordinaires dans leur carrière. Donc, pour moi, c'est aussi une responsabilité pour pas que ça meure avec moi, avec Franz Saint-Hélémy. Donc, c'est très facile, ça aurait été facile pour moi d'aller me cacher puis de ne pas en faire, mais je pense que moi, la façon dont je vois ça, c'est que c'est essentiel pour moi de tendre la main à un autre parce que je suis ici, parce qu'il y en a qui m'ont tendu la main. Et donc, je vois ça comme une responsabilité naturelle. Est-ce que vous aimez les surprises? Non. Non? C'est très dommage parce qu'on en a une pour vous. Oh boy. Oui, en fait, il y a des gens qui tenaient à vous dire quelques mots. Des gens dont on a peut-être parlé au cours des dernières minutes, qui ont donc enregistré des messages pour vous, qu'on va écouter donc dans quelques instants sur l'écran juste derrière nous. Vous sentez que je suis nerveux, là? C'est positif, c'est seulement positif. J'ai rencontré Franz Saint-Hélémy alors qu'il avait 8 ou 9 ans à l'école primaire à Huntsic. Et c'est là que j'ai découvert ce petit leader qui organisait les activités. C'était lui le boss, mais un leader positif. Il était en classe d'accueil, ce jeune-là. Classe d'accueil parce qu'il ne maîtrisait pas assez le français pour être dans une classe régulière. Donc, je lui ai dit, toi, quand tu vas sortir de la classe d'accueil, continue de travailler fort. Je veux t'avoir dans ma classe régulièrement. Il m'a dit, OK. Le fait d'être là comme chancelier démontre que quelqu'un qui est parti très jeune, qui a cru en l'éducation, qui a travaillé très fort, qui a su s'expatrier à Boston, en Allemagne, aux États-Unis, à revenir au Québec après, bien, c'est un modèle en soi de démontrer aux étudiants que par l'éducation, tu es capable d'aller à des très hauts niveaux. Vient une responsabilité quand on réussit de redonner. D'où est venu justement l'idée du groupe 3737, de complètement atténuer et de tuer tous les préjugés qu'il y a à travers les jeunes qui grandissent dans des quartiers défavorisés comme Saint-Michel, de changer toute cette mentalité-là des gangs de rue qui font juste réussir par le sport ou par seulement l'entertainment, comme on dit. Bien, nous, ce qu'on veut leur donner comme espoir, puis d'atteindre leurs rêves, c'est de réussir par l'éducation. Ça prend une personne avec une ouverture incroyable comme Franz pour pouvoir redonner et de penser justement
à créer justement un écosystème pour en aider d'autres puis en bâtir d'autres. Ce qui nous plaît, moi et Franz, c'est d'essayer d'imaginer un monde meilleur. Un monde meilleur pour la diversité, un monde meilleur pour l'éducation, un monde meilleur pour les entrepreneurs, un monde meilleur pour la société. Donc, ce qui nous fait vibrer, c'est essentiellement en utilisant le mot magique « imaginer ». Ce qui explique où il est rendu aujourd'hui, c'est d'abord sa persévérance. Franz ne lâche jamais. Un sourire éternel, mais derrière ce sourire-là se cache quelqu'un qui ne lâche pas, qui veut aller jusqu'au bout. En fait, Franz est capable de prendre une idée et de l'amener à très haut niveau. Pourquoi il ne serait pas à Ville-Saint-Michel, le prochain Facebook? Franz a cette faculté de provoquer les gens, de les faire réfléchir autrement. Avec tous ses succès, c'est de voir son humilité, c'est de voir son intégrité qui est restée la même personne que j'ai connue il y a 20 ans, juste avec beaucoup plus d'épanouissement puis beaucoup plus de succès, mais c'est un homme qui est resté vraiment intègre et humble à lui-même. C'est extraordinaire. C'est pas facile de monter dans la vie. C'est difficile, mais c'est encore plus difficile de rester soi-même quand on est rendu au sommet. Franz, lui, peu importe là où il se trouve, il est resté lui-même. Franz est en train de raconter une nouvelle histoire, un parcours complètement différent, un homme qui a suivi une route complètement atypique qu'on n'aurait jamais pensé possible aujourd'hui de le voir chancelier, qui donne l'espoir aux jeunes de ce même style de background-là, peu importe leur capacité financière, leur couleur de peau, que oui, tu peux atteindre tes rêves. Mais je savais qu'il allait aller très loin. Mais jusqu'où, je ne savais pas. Là, il m'a vraiment surpris parce que là, il s'est rendu beaucoup plus loin que je pensais. C'est le gars que tout le monde voudrait avoir comme mentor. C'est une personne que j'aime beaucoup. Il est plus jeune que moi, mais c'est un modèle pour moi. Je pense que c'est moi le privilégié d'avoir eu un jeune comme ça dans ma vie. Je pense que je ne lui dis peut-être pas assez, mais je suis extrêmement fière du mari que j'ai, du père de mes enfants, et je vais continuer à être la femme qui va lui supporter et qui va être sa fan numéro 1 pour le reste de nos jours. Merci pour ce que tu représentes pour la communauté haïtienne et pour le Québec. Franz, tu seras un très grand ambassadeur pour l'Université de Montréal. Et je sais que tu vas encore relever ce défi. Je te souhaite toutes les chances du monde, mais je le sais assurément que tu vas y arriver, que tu vas réussir ton mandat haut la main. Alors, je t'aime et je reste toujours à tes côtés. C'était une belle surprise? Oui. Oui? Je suis émotionnel. Je comprends. Mais merci. Merci à vous trois qui avez dit ces belles choses. On le mentionnait, après le cégep, vous allez décider d'étudier aux États-Unis. Vous êtes allé à l'Université Northeastern de Boston. Pourquoi avoir choisi d'aller, à ce moment-là, faire des études à l'étranger? Bien, je cherchais, dans le fond, le chemin le plus rapide sur le marché de l'emploi. Puis Northeastern avait un programme de coopérative où est-ce qu'il permettait, après ta deuxième année universitaire, de faire du travail et d'être crédité dans ton secteur. Et ils étaient prêts à créditer 100% de mes cours collégiales. Donc, et ce qui m'a permis, dès ma première session, d'avoir mon premier emploi qui est devenu justement une compagnie que j'ai travaillé pendant 8 ans par après. Mais ça m'a permis de rentrer immédiatement sur le marché du travail et de pratiquer ma profession. Donc, vous êtes resté plusieurs années, près de 10 ans, aux États-Unis. Et quand vous êtes rentré au Québec, vous avez dit avoir eu un choc. La faible représentation de la diversité culturelle dans les postes de direction, de gestion, la comparaison était frappante pour vous après avoir vécu aux États-Unis. Le Québec était en retard quand on se comparait. Aujourd'hui, à 48 ans, vous êtes le plus jeune chancelier de l'université. Vous êtes aussi le premier
issus de la diversité culturelle. Est-ce que vous vous percevez comme un modèle? Je ne me vois pas personnellement comme un modèle, je me vois comme quelqu'un qui, à travers sa résilience, à travers sa capacité d'adaptation, permet de faire avancer des dossiers. Mais je pense aussi que je suis à la bonne place, au bon moment, bien entouré par des gens qui voient, encore une fois, mon potentiel, mes capacités. Mais je pense plutôt que je suis plus quelqu'un qui aime les défis. Donc, les enjeux, les gros problèmes complexes ne me font pas peur. Et je pense qu'à cause de ça, je me retrouve toujours dans des conditions qui favorisent justement que je sois soit le premier ou quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a pas été fait auparavant. Dans ce sens-là, je ne sais pas si je suis un modèle, peut-être ça fait de moi un modèle, mais pour moi, des modèles, ce sont des professeurs, ce sont les personnels, les médecins, ceux qui sauvent des vies, des gens qui règlent des problèmes beaucoup plus complexes que moi j'ai réglés. Alors, je ne peux pas me voir comme un modèle, je me vois comme quelqu'un qui fait des choses. Votre conjointe, Vicki Joseph, parlait de votre parcours atypique. Pourquoi c'est important d'avoir des dirigeants, des dirigeantes qui ont des parcours variés, qui n'ont pas tous le même parcours, selon vous? En fait, tout à l'heure, le chancelier Louis Roquet disait l'importance sur un conseil d'avoir de la diversité. Donc, le conseil de l'Université de Montréal a une diversité, tant au niveau genre, mais aussi au niveau de la représentativité des différents secteurs de l'université. Et ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir une perspective complètement différente d'un même problème ou d'une même situation. Et je pense que cette diversité-là, c'est la richesse. Dans la société, ce qui fait la force d'une société, une société, elle est forte quand toute sa base, elle est intégrée. Donc, et pour moi, la diversité, ce n'est pas juste une question de couleur ou de race, mais c'est une question aussi d'âge, c'est une question de culture, mais c'est aussi une question aussi d'accessibilité. Donc, la diversité, elle est extrêmement importante parce que la société, elle est composée de différents individus, de différents âges, mais aussi de différents backgrounds et de cultures. Comment vous décririez l'Université de Montréal à quelqu'un qui ne l'a jamais fréquentée? D'abord, l'université, c'est les Nations Unies. L'Université de Montréal, c'est une université, c'est l'Université de l'intelligence artificielle, c'est une université de la médecine vétérinaire, c'est une université de la faculté de musique, c'est une université qui a changé la facette du Québec. L'Université de Montréal produit des leaders mondialement reconnus. Et pour moi, ce qui fait l'Université de Montréal unique, c'est sa capacité de se renouveler. Et c'est ça, l'Université de Montréal. Il y a 10 ans, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais l'Université de Montréal a mis l'intelligence artificielle sur la map au Québec. Et pour moi, cette capacité de se renouveler, c'est ça l'Université de Montréal. Quand on parle de Montréal, ville technologique, de l'Université de Montréal et de l'intelligence artificielle, vous ramenez souvent la question de l'importance de la littératie numérique, l'importance de revenir à la base. Pourquoi? Bien, en fait, dans un monde de plus en plus numérique, il faut être conscient que ce n'est pas juste une question de parler la langue française, d'écrire, de faire des formules mathématiques. C'est aussi d'être en mesure d'utiliser les outils technologiques. Et c'est l'accessibilité à des outils technologiques. Encore aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont pas accès à l'Internet, qui n'ont pas un ordinateur. Donc, on crée aussi une société à deux vitesses. Donc, il faut absolument réconcilier les deux. Et pour moi, la littératie numérique, dans le fond, c'est une façon de tisser des ponts, mais c'est aussi de faire le nivellement à partir de la base. Donc, pour moi, ce n'est plus une option, c'est une base. Donc, tout jeune, tout enfant doit, au même titre qu'apprendre à lire et écrire et à compter, doit aussi apprendre à manipuler un ordinateur et à être capable
de lire à travers un ordinateur. Vous avez déjà dit que vous admirez beaucoup les gens qui refusent qu'on définisse leurs limites. Est-ce que être chancelier, c'est un peu sortir de vos limites, de votre zone de confort? Tout à fait. En fait, je dois dire que d'abord, quand on m'a posé la question pour sonder l'intérêt, j'ai réfléchi j'ai même demandé à mon époux, j'ai dit non, mais ils sont capotés. Je ne me vois pas comme chancelier du tout. Alors, donc, oui, ça me sort de ma zone de confort, mais à la fois, c'est ce qui me carbure aussi, c'est ce qui me définit, moi, les défis. Et je trouve que c'est un très beau défi. Et quel chancelier aimeriez-vous être? Wow! En fait, un chancelier qui ouvre des portes, qui aura aidé à faire cette transition numérique. On est dans un contexte particulier, dans un contexte où est-ce qu'on veut être dans le post-pandémique. Et on est dans un contexte aussi où est-ce qu'il y a des défis de cybersécurité, de numérique, mais aussi dans un contexte où est-ce que, malgré qu'on ait accès mondial, mais il y a aussi des frontières qui se créent, notamment par la gestion des données, et ainsi de suite. Mais il y a aussi des opportunités majeures. Et pour moi, j'espère que je vais participer à ce renouvellement encore de l'Université de Montréal. Et j'espère pouvoir dire comme Louis Roquet ou Mme Roy que j'ai, à ma façon, contribué à faire évoluer l'université. C'est surtout ça que Franz Saint-Elémy, chancelier, 14e chancelier, a aidé à faire évoluer l'université. Félicitations. Encore une fois, oui, on peut l'applaudir pour vos nouvelles fonctions. Je vous souhaite des problèmes complexes, comme vous les aimez, vous qui aimez la complexité. Et nous allons maintenant passer à la partie plus protocolaire de l'événement, procéder à votre installation officielle. Donc, j'invite le recteur Daniel Jutras à nous rejoindre. Madame la sénatrice, Madame la députée d'Outremont, Monsieur le député de Viault, Monsieur Franz Saint-Elémy, 14e chancelier de l'Université de Montréal, bonjour. Avant toute chose, je voudrais saluer les membres de la famille et les amis de Franz Saint-Elémy et leur souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues parmi nous à l'Université de Montréal. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est un grand moment d'émotion et de fierté pour vous, sans aucun doute. Mais il faut que vous sachiez que vos émotions, votre fierté sont aussi partagées par tous les membres de la communauté de l'Université de Montréal. Celui que vous portez dans votre cœur, nous avons appris à le connaître avec beaucoup de bonheur. Le geste d'aujourd'hui, c'est la marque à la fois de notre admiration, de notre respect et de notre grande affection pour lui. Je salue aussi tous ceux et celles qui ont accepté notre invitation de vivre avec nous ce moment unique. C'est un immense honneur de me retrouver en présence de personnalités aussi illustres et distinguées. Parmi elles, permettez-moi de nommer la chancelière émérite Louise Roy, le chancelier Louis Roquet, les recteurs émérites Guy Breton et Robert Lacroix et le recteur Luc Vinet, qui ont marqué l'histoire de notre université, qui sont pour nous tous de grandes sources d'inspiration. Un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui pour l'Université de Montréal. Tout le monde l'aura remarqué, Franz Saint-Elémy est différent des chanceliers qui l'ont précédé. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'université, nous avons un chancelier qui est plus jeune que le recteur. De 2008 à aujourd'hui, l'université aura eu la chance d'avoir comme chancelier 3 remarquables précurseurs. Louise Roy, première femme à la tête de la STM, entre autres réalisations, a soulevé le plafond de verre et inspiré de nombreuses femmes à suivre son exemple. Louis Roquet a mené une carrière internationale dans le domaine des affaires à un moment où les Québécois ne voyaient pas encore toutes les occasions que leur offrait le monde. Et Franz Saint-Elémy nous montre de quoi est capable
un petit gars, un enfant du quartier Saint-Michel, lorsqu'on lui fait confiance et qu'on lui fait découvrir ses propres ailes. Il nous fait voir tout le potentiel qui peut être libéré du Québec de la diversité si on se donne la peine de créer une société plus inclusive. Ce qui relie encore plus fondamentalement nos chanceliers et chancelières est leur foi absolue dans l'éducation. Ils partagent la croyance que l'université a le pouvoir de transformer des êtres humains et que ces êtres humains, à leur tour, ont le pouvoir de transformer le monde. Franz Saint-Elmy est un exemple éclatant de ce pouvoir de transformation et d'épanouissement. Et en cela, il sera une grande source d'inspiration pour notre communauté étudiante et pour tous les jeunes qui rêvent de laisser leur marque. Son parcours jusqu'ici nous laisse entrevoir le rôle fondamental que Franz Saint-Elmy s'apprête à jouer à l'Université de Montréal. Franz Saint-Elmy est curieux, intègre et discipliné. Son regard éclairé sur l'université nous aidera à mieux nous comprendre nous-mêmes et préservera la longue tradition de rigueur et de transparence de notre gouvernance universitaire. Franz Saint-Elmy est innovateur et dynamique. Sa riche expérience nous ouvrira de nouvelles perspectives en matière de recherche, de technologie numérique, d'entrepreneuriat, de positionnement stratégique et d'influence sur le monde qui nous entoure. Et puis, enfin, Franz Saint-Elmy est un juste. Sa vision inclusive et remplie d'espoir pour les prochaines générations nous permettra de bâtir des ponts avec toutes les communautés, d'affirmer la responsabilité citoyenne de l'Université de Montréal et d'intensifier notre action au service du bien commun. Franz Saint-Elmy, ce sera un plaisir, une grande fierté, un honneur pour moi de travailler à vos côtés. Le moment solennel est enfin arrivé, mais avant d'amorcer ce rituel universitaire tant de fois répété, M. Louis Roquet, 13e chancelier de l'Université de Montréal, je vous offre un immense merci au nom de tous mes collègues, de toute la communauté, pour ces années d'engagement au service de l'université. M. Franz Saint-Elmy, 14e chancelier de l'Université de Montréal, vous invite maintenant à vous avancer sur la scène. J'invite également le secrétaire général Alexandre Chabot et Louis Roquet à se joindre à nous pour procéder à l'installation du chancelier. Merci. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le recteur. Dans quelques instants, nous allons officiellement procéder à l'investiture de M. Franz Saint-Elmy à titre de 14e chancelier de l'Université de Montréal. Le recteur et le chancelier sortant lui remettront alors toge et l'épitoge de chancelier. M. Saint-Elmy signera par la suite le livre d'or de l'Université. Je vous invite à vous lever. Monsieur le chancelier sortant, Monsieur le recteur, c'est avec un grand plaisir que je vous prie de bien vouloir conférer le statut de chancelier de l'Université de Montréal à M. Franz Saint-Elmy.
Merci à vous tous. C'est ce qui met fin à cet événement. Merci à ceux qui étaient avec nous de façon virtuelle. Merci aux musiciennes et musiciens pour le bel accueil ici à la Faculté de musique. Et je me permets, en votre nom à tous, de dire à M. Saint-Élémy que c'est avec un réel intérêt qu'on vous suivra au cours des 5 prochaines années à la tête de l'université. Bonne soirée à tous.